Et si je vous proposais aujourd'hui une petite balade dans les bois, tant que le loup n'y est pas? Et bien que je ne vous promette pas un retour à la vie normale, je vous garantis néanmoins un voyage merveilleux. Ayez confiance. J'y suis déjà allé, moi, dans ces bois. Je les connais comme ma poche, et il ne pourra rien vous arriver. Pas comme à certains imprudents, qui eux continueront d'errer dans l'enfer vert. Assez bavardé, la promenade risque d'être longue, en espérant que nous reviendrons avant la nuit. Petit détour vers le Japon, la fameuse forêt des suicides à Aokigahara, elle s'étend sur environ 35 km². Elle est située au pied du mont Fuji. Historiquement, elle est le fruit de la coulée de lave du mont Fuji. D'ailleurs, son sol est géologiquement de la lave séchée. Il y a de nombreuses cavités et il est très dangereux de s'y aventurer, car le sol peut se dérober sous vos pieds en un clin d'œil. On le sait, au Japon, il subsiste un taux de suicide élevé, dû, entre autres, au train de vie que mènent les citadins avec un rythme de vie, ou de survie devrais-je dire, qui dépasse l'entendement. Rien qu'en 2010, on comptait déjà plus de 200 personnes s'étant ôté la vie, souvent par la pendaison. Si l'on s'y balade, il n'est pas étonnant de trouver des restes de nourriture, de campements, traces d'individus ayant pris parfois le temps de mijoter avant de passer à l'acte. Heureusement, certains reculent et préfèrent alors suivre une autre vie. Et alors même qu'ils décidaient de faire un road trip ou de changer d'avis sur leur futur, la forêt, elle, en décide tout autrement. Les boussoles et autres GPS ne peuvent en effet rien pour vous dans cet enfer vert. Humide à souhait et où les nuits sont glaciales. On peut y observer d'ailleurs de longs câbles de couleurs ayant pour le but de pouvoir retrouver son chemin, mais certains n'y arriveront jamais. Outre la faune qui y vit, comme des écureuils, des renards, des cerfs ou des taupes des montagnes, des ours noirs qui s'y baladent également, la nuit, et c'est logique, la forêt se transforme donc en un lieu peu rassurant avec des bruits et apparitions étranges. On dit même que l'on peut entendre les pleurs et autres chuchotements des âmes en peine. N'ayant pas trouvé la lumière ni en bas comme en haut, elles erreront dans la forêt jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, il y a tellement de suicides que les autorités ont cloué des panneaux ci et là avec pour message « La vie est un cadeau précieux offert par vos parents. S'il vous plaît, pensez à eux, à votre entourage, à vos amis. Ne gardez pas les choses en vous. Parlez-en. » Ce que peu de gens savent est que le lieu fut convoité pour y délaisser les personnes âgées en fin de vie ou encore y pratiquer des infanticides afin d'y réguler la population vers la fin du 19e siècle. C'est horrible, je sais, mais... Heureusement, ils n'ont plus de problème de nos jours. La démographie diminue de jour en jour. Société moderne, vous dites ? Et comme dans toute forêt qui se respecte, on y cacha également bon nombre de corps dus à des crimes restés irrésolus. Je me demande si le fait que la sortie des deux best-sellers, l'un écrit par Seiko Matsumoto en 1959, qui narre la vie d'une femme sautant la vie dans la forêt, et l'autre, plus récemment, écrit par Wataru Tsurumi en 1993, ce dernier étant un mode d'emploi du suicide, oui, littéralement, désignant la forêt comme étant le meilleur lieu pour sauter la vie. Sympa. Rendons-nous à présent en Chine, et plus précisément dans la province du Sichuan. C'est une forêt de bambous que nous allons parcourir dans une région retirée dans les montagnes, très peu fréquentée par les touristes, que les habitants surnomment d'ailleurs la terrible vallée de la mort. D'autres la surnomment les Bermudes de la Chine. Tout un programme. La forêt de Haizukuo abrite des légendes multiples. Dans les années 50, on y aurait retrouvé des traces d'hommes primitifs, tandis que dans les années 80, ce sont les restes d'un oiseau immense dont les ailes atteignaient les 1 mètre d'envergure. Mais revenons un instant dans les années 50, où une équipe de 30 soldats de l'armée du Kuomintang se sont introduits dans la forêt. Aucun d'entre eux n'en ressortira. Et en 1955, ce seront 2 autres soldats qui s'y perdront à jamais. C'en est trop, et ce n'est qu'en 1964 qu'une équipe de ressources forestières entame une expédition afin d'enquêter un peu plus sur ce lieu maudit. L'équipe était accompagnée par 2 chasseurs expérimentés qui pouvaient les guider. À l'entrée de la gorge, les 2 chasseurs décidèrent de lâcher les 2 chiens en éclaireur pour ensuite les rappeler. Mais rien n'y fait.
aucun des deux chiens ne revint. Soudainement, un brouillard épais commence à envahir les lieux, au point de ne plus se voir entre eux. Craintif et ne voulant prendre aucun risque, une fois le brouillard parti comme il est venu, l'équipe décide de rebrousser chemin, et ils ont bien fait. Car en 1976, ce sont 3 autres membres de l'unité d'exploration des forêts de la province du Sichuan qui décident d'aller à la découverte de la forêt. 3 mois plus tard, c'est une équipe de secours qui découvrira les 3 squelettes de l'équipe, leur mort étant de cause inconnue à ce jour. Depuis, à notre connaissance, plus personne ne s'est jamais aventuré dans la forêt de Haizhuo. Plus près de chez nous, c'est dans les Alpes que nous nous rendons à présent. La forêt domaniale de Boscodon est une forêt composée principalement de sapins et de mélèzes qui s'étendent sur 900 hectares. Une vieille légende raconte que l'évêque Saint-Arrêt aurait aperçu un ours en train de tuer l'un de ses bœufs. Pour sa punition, Saint-Arrêt aurait ordonné à l'ours de remplacer le défunt bœuf pour tirer son attelage. L'ours accepta. En se promenant, l'ours découvra une source d'eau pure dans la forêt. Il s'y sentait si bien qu'il décida d'y revenir plus tard. L'ours et l'évêque sont devenus amis et très connus et appréciés dans la région. Malheureusement, Saint-Arrêt se faisait déjà vieux et un jour il donnera son dernier souffle. L'ours, plus triste, décide de quitter les lieux et retourner en forêt, là où il avait découvert la source d'eau. Plusieurs années passèrent jusqu'au jour où des moines découvrirent la source d'eau qui était dissimulée par des rochers. Là reposaient les ossements de l'ours, ainsi qu'une chaîne en or que son ami Saint-Arrêt lui avait offert. En déplaçant la sépulture, les moines perdirent la chaîne et décideront d'appeler la source la fontaine de l'ours. Des années plus tard, on découvrit un parchemin où Saint-Arrêt eut écrit « Quand Boscodon revivra, forme à jamais tu reprendras, et vers la fontaine retourneras. De tes bijoux parés, le grand torrent apaisera. Aussi, tant que l'esprit de l'ours ne retrouvera pas sa chaîne en or, les torrents du Boscodon continueront à être dévastateurs. » Est-ce pour cela que plusieurs randonneurs y perdront la vie ? C'est en effet en 1995, le 18 juillet plus précisément, que Lucie Mancacrez disparaît dans le massif du Morgeon de la commune de Crau. Son corps sera retrouvé dès le lendemain par la gendarmerie. Monique Thibert, une randonneuse de 65 ans, disparaît le 2 juin 2015. Le 25 décembre 2016, Marie-Christine Camus, 62 ans, disparaît entre Crau et Savines-le-Lac. On retrouvera ses ossements bien plus tard, le 12 juillet 2021. Ou encore ce SDF allemand qui disparaît le 2 juin 2018, les gendarmes retrouveront son corps 3 jours plus tard. Et ça continue avec la disparition de Cédric Delahaye, cette fois en 2020, le 26 octobre. Il disparaîtra dans le cirque du Morgeon. Un an plus tard, quelques-uns de ses ossements seront retrouvés. Il n'avait que 41 ans. Un mois plus tard, après la disparition de Cédric, c'est au tour de Laurence Bouilly de disparaître le 26 novembre 2020. Là encore, ses ossements seront retrouvés qu'1 an après. Elle n'avait que 60 ans. À ce jour, seul le cas de Marie-Christine Camus, disparue en 2016, n'a pas été résolu. Donc avis aux amateurs de randonnée, il y a des lieux qu'il est plus sage d'éviter. Toujours en France, la forêt d'Orient, peut-être connaissez-vous cet endroit haut en énergie subtile tout près de chez vous, en région de l'Aube. Ce parc naturel loge en son sein des lacs réservoirs de 5000 hectares, des lacs artificiels et pas moins de 106 étangs privés répertoriés. Ayant appartenu par le passé à 2 ordres militaires, les hospitaliers et les templiers, il semble que ces ordres n'étaient pas là par hasard. Ils étaient peut-être même à l'origine d'un mystère bien caché. Dans la forêt d'Orient, on peut, paraît-il, rencontrer des ovnis, des êtres étranges, des phénomènes de temps manquants, et bien d'autres facéties qui semblent se jouer des courageux promeneurs.
Je vais à présent vous faire écouter des extraits d'une interview que j'ai pu faire voici 10 ans de ça avec Claude Burkel qui connaît très bien les lieux pour y avoir été plusieurs fois. Et c'est avec un certain Jimmy Guieux que Claude a pu faire connaissance de cet endroit magique. Jimmy Gueux m'a donné des informations sur la forêt d'Orient. Donc Zamouret est venu avec moi et il m'a dit, tu sais, Claude, il me dit, tu sais ce qu'il y a là au-dessous de vous? Ben, je dis, je crois, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et ben, il me dit, il y a une base extraterrestre qui se trouve à 75 mètres en dessous du sol. Alors je lui dis, mais écoute, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui me le prouve? Il me dit, d'abord, tu vas prendre, je vais te montrer d'abord des fleurs qui poussent à un certain taux de radioactivité supérieur à la normale. Okay. Alors, on va dans la forêt, et il me dit, tu vois ça, tu vois ça. Et il m'avait apporté des éléments de test de radioactivité que l'on a quand on va dans les centrales nucléaires pour voir s'il n'y a pas de fuite. Il m'a dit, tu vois ça, regarde, en effet, les témoins avaient bifurqué d'un domaine supérieur à la normale. Il me dit, tu vois. Mais bon, moi, j'étais un petit peu perturbé, mais j'avais pas du tout la notion de tout ça à ce moment-là. Ensuite, je suis allé avec une équipe d'Allemands. À ce moment-là, mon père travaillait pour la SNCF française, les rails français. C'était une société allemande qui travaillait sur les ultrasoniques. C'est-à-dire que ils permettaient de voir s'il y avait des failles dans les rails de chemin de fer. Et ils avaient des appareils que l'on pouvait mettre dans la terre avec des échos pour voir s'il y avait des résonances dans la terre. Donc, on est venu avec ces gens-là, on a mis ces appareils à l'intérieur de la forêt d'Orient et on a essayé de trouver des échos. Et on a effectivement, on a entendu des espèces de matière de résonance qui permettait comme une machinerie à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose de très très particulier qui se trouve du côté de la forêt du Temple, dans la forêt d'Orient. Donc tout ça c'était enregistré. Puis Zamouret, qui s'appelait Jacques Rollin, m'a dit maintenant, enfin je passe un petit peu d'époque parce que on pourrait en parler pendant des heures. Il dit, tu veux voir un ovni? Bah j'ai dit, moi j'en ai entendu parler beaucoup, j'ai vu des trucs dans le ciel, mais j'en ai jamais vu vraiment. Et ben il me dit, puisque vous êtes tous pareils, vous allez voir, regardez bien. Alors moi, avec un petit peu un air tout à fait rigolard, je dis, oh, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Et puis là, il me dit, regarde. Et en effet, au bout de quelques minutes, alors que j'étais pas seul, j'étais avec des gens justement extérieurs à notre groupe qui étaient là, mais qui travaillaient pour Ultrasonic à ce moment-là. Il me regarde. Et tout d'un coup, on a vu un brouillard se former au niveau de la maison du Temple. Je crois qu'on était en septembre. Et tout d'un coup, on a vu ce brouillard se former. Et ce brouillard s'est subitement élevé jusqu'à la cime des arbres. Et lorsque le brouillard a quitté la cime des arbres, là, c'était le flagrant chose qu'on a vu, c'est que ce brouillard s'est matérialisé. Mais c'est matérialisé en une forme absolument d'ovni que l'on classique. En métal. Il s'est incliné, il a dégagé une vitesse, comme d'habitude, affreuse, affolante, sans aucun bruit. Et Zamouret s'est retourné sur moi, il m'a dit, t'es content? Tu l'as vu? Alors, et puis on était tous comme des cons. Mais non, parce qu'on disait, mais qu'est-ce que... Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et tu vois, c'est une peur absolument particulière, parce que t'as peur d'être attaqué, t'as peur d'avoir un accident, mais là, t'as une peur que tu ne peux pas comprendre. Une peur où tu dis, ça ne correspond pas à la peur de tout ce que tu vis sur Terre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai vécu qu'une fois. Hein. Ça, je l'ai vécu qu'une fois là-bas. On est revenu plusieurs fois et on a été, etc. Et c'est Jimmy Gueux qui m'a parlé de la fontaine aux oiseaux. Alors, la fontaine aux oiseaux, c'est quelque chose encore d'extraordinaire que Zamouret ne m'a jamais mentionné, par contre lui, mais que Jimmy Gueux m'a parlé. Et il m'a dit que tu devrais aller vers là-bas. Donc il a fait un livre de science-fiction concernant le sentier de l'invisible. Voilà, tu as absolument raison, c'est ça. Voilà. Le sentier de l'invisible, et qui a retracé par le dialogue qu'il a mis dans son livre ce phénomène qui se passait. Donc il a fait un roman, mais moi il m'a expliqué comment il avait eu cette information-là, parce qu'il avait fait des recherches au niveau des Templiers.
Alors, j'ai bien expliqué que le rapport qu'il y avait entre les extraterrestres et les Templiers était absolument indéniable. Il y avait un rapport complet. Il est évident que la fontaine aux oiseaux, c'était un endroit où il y avait une porte induite, c'est-à-dire un endroit où on pouvait passer dans l'espace-temps et passer dans les mondes parallèles. Donc les Templiers connaissaient cette porte. En fait, quand ils avaient eu des instructions au niveau des interventions qu'ils avaient eues dans le temple de Salomon au niveau des premières croisades, et qu'ils avaient rapporté et qu'ils avaient introduit au niveau de l'abbaye de Clairvaux. L'abbaye de Clairvaux avait été l'endroit d'édition où il avait décidé de racheter toute cette forêt. Pour eux, ça ne se passait pas dans une porte induite, ça n'avait pas les connaissances, mais ils savaient bien qu'il se passait des phénomènes incroyables. Et donc, ils savaient que ça se produisait à une certaine époque du mois. Et se produisait pas, la porte s'ouvrait pas n'importe à quelle époque. Et pour faire la connaissance, et c'est ça que j'ai cherché pendant plusieurs années, à quelle époque pouvait se trouver l'ouverture de cette porte induite au niveau de la fontaine aux oiseaux, qui se trouve non loin de la maison du temple. Et là, après des recherches, j'ai vu qu'en fait compte, ils avaient construit un code où ils avaient implanté des commanderies templières qui ressemblaient, en les prenant, à la petite ours. Quand on prend les informations et quand on fait des recherches historiques, on s'aperçoit que quand on prend les commanderies de Payenne, qui se trouvent au nord de la ville de Troyes, et quand on redescend, il y a une forme, si on les rejoint, on retrouve la petite ours. Mais la petite ours, elle tourne sur elle-même au fur et à mesure de la journée. Et en fait compte, il faut absolument, d'après les recherches que j'ai faites, c'est que il y avait une relation entre la position de la petite ours par rapport au nord et par rapport aussi à la position de la Lune, c'est-à-dire l'attraction lunaire et l'attraction du Soleil et l'attraction lorsqu'elles se combinent, elles forment une attraction suffisante pour ouvrir cette porte à condition que la petite ours soit à l'heure de la position. Et oui, je vais vous donner encore un petit exemple incroyable. Et ça, tout le monde pourrait le vérifier. Lorsque j'étais avec mon fils, il y a une dizaine d'années, il faisait très froid, près de 0 degré, et j'avais un appareil pour mesurer la température. Il allait là, il me dit, mais pourquoi papa, les arbres sont chauds là? Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces arbres sont chauds? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, quand je regarde avec mon thermomètre à distance, et je regarde en effet, il y avait à l'extérieur, il y avait à peu près 0 degré ou moins 1, etc. Et sur les arbres, il y avait 6 degrés de supérieur. Ils appelaient ça les arbres chauds, mais en fait, compte, c'était par un intermédiaire de température qui venait du sol, par rémanence, qui réchauffait les arbres en surface. Est-ce que ça aurait un lien éventuellement avec la machinerie, tu crois, ou Bah oui, absolument. C'est la base qui se trouve en dessous. Alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, plusieurs années, on a vu, c'est quand il tombait de la neige fondait dans ce périmètre qui fait à peu près 1 kilomètre de diamètre, et que de l'autre, elle restait intacte. Donc, il y avait une rémanence de température qui venait du sol, qui permettait aux arbres d'être plus chauds par température qui venait de l'intérieur. Alors, au départ, on a dit, oh oui, c'est peut-être une source d'eau chaude qui traverse. Mais là, c'est une surface absolument un cercle. Et des cercles, nous le verrons plus loin, il y en a dans d'autres forêts, Claude. Située en Roumanie, non loin de la Transylvanie, tiens, près de la petite ville de Cluj-Napoca, excusez-moi pour la prononciation, cette forêt d'un autre âge est surnommée le triangle des Bermudes roumain, en raison des multiples phénomènes paranormaux observés. Elle a une surface de plus de 250 hectares. Selon les légendes urbaines, cette forêt serait un lieu où les esprits de la nature et les anciens dieux étaient vénérés. Pour d'autres, la forêt serait un endroit peu fréquentable où des entités malveillantes feraient leur loi. Les personnes qui s'y promènent peuvent rencontrer les esprits qui ne sont pas en paix, voir des chuchotements et des lumières virevoltantes. Le nom de la forêt est lié en hommage à un berger dénommé Baccio.
car Batchou a traversé un jour la forêt avec ses 200 moutons sans jamais en ressortir. Depuis, personne n'a revu Batchou ainsi qu'aucun de ses protégés. On raconte d'ailleurs qu'une fillette aurait pénétré la forêt pour n'en sortir que 5 années plus tard, sans avoir grandi, en ne se souvenant de rien. Des visiteurs du site ont révélé avoir des trous de mémoire après une longue période de marche, comme s'ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, avec le phénomène des temps manquants. Certaines personnes avancent même qu'il y aurait un portail qui mène vers d'autres dimensions. Il y a d'ailleurs un endroit dans la forêt qui en serait l'entrée. C'est une zone circulaire où rien ne pousse. Dans un premier temps, on pense à une terre stérile, ce qui expliquerait le pourquoi. D'ailleurs, des scientifiques ayant étudié le sol avancent qu'il pourrait s'agir d'un ancien cimetière et que la composition du sol ne soit pas favorable aux arbres. Perso, je pense qu'au contraire, un cimetière est en parfaite équation avec la nature, mais soit. Aussi, de nombreuses observations ufologiques ont eu lieu. C'est le cas notamment de la rencontre qu'a pu faire Émile Barnéat, technicien militaire. C'est le dimanche 18 août 1968, durant une belle après-midi, que Barnéat a pu photographier le phénomène volant non identifié en forme de disque et qui planait justement au-dessus de l'étrange clairière. Il estima que l'objet était situé à environ 600 mètres du sol avec une taille approximative de 30 mètres. L'observation dura environ 2 minutes. Les photos ont fait le tour du monde et ont beaucoup intrigué les ufologues de toutes parts. Outre les ovnis, il y a eu également des apparitions fantomatiques où l'on peut observer furtivement des ombres cachées dans les arbres, sur les photos également. D'ailleurs, l'office du tourisme local demande de prendre ses précautions à ne pas s'y aventurer seul. Les histoires relatées à cette ancienne forêt, grande de 2400 hectares et située dans le sud-est de l'Angleterre, ne sont pas en reste. Je vais rapidement en évoquer 2 exemples. L'une des plus célèbres relate le fantôme de Dick Turpin qui entrait les lieux. Certains dirent qu'il fut un Robin des Bois, d'autres un vrai criminel sans scrupules. Né en 1705, Dick Turpin, de son vrai nom Richard Turpin ou Turpin, fut un bandit de grand chemin britannique. Braconnier à plusieurs casquettes, si j'ose dire, puisqu'il n'hésitera pas à tuer pour récupérer les quelques écus des vaillants marchands osant franchir la forêt. Il fut également voleur de chevaux et c'est aussi ce qui le conduira à sa défaite lors de son dernier coup d'essai. Il fut arrêté, jugé et pendu le 7 avril 1739. Certains auraient vu son fantôme sur son cheval jusqu'à enfermer les volets la nuit de peur de se faire braquer par le cruel voleur. Mais que ne serait l'Angleterre sans la légende du Black Chuck? C'est l'une des légendes les plus connues dans le folklore anglo-saxon. De nombreuses observations ont été faites dans l'Essex durant des années et jusqu'à ce jour. En effet, plusieurs marcheurs ont pu croiser le regard de braise de ce chien, ou plutôt de ce loup d'une taille plutôt inhabituelle. Certains ont même rapporté avoir eu des malheurs suite à leur rencontre. Se pourrait-il que ce soit la bête du Gévaudan, ou même un loup-garou? J'ai justement une photo de lui, tiens, vous voulez le voir? Nous allons maintenant nous diriger en Alabama et plus précisément dans le marais de Bear Creek, où de nombreux phénomènes fantomesques ont pu être observés et qui est décrit comme étant l'endroit le plus hanté d'Alabama. Cette zone marécageuse s'étend sur 400 hectares entourée par des cyprès touffus, de mousse espagnole et surtout un silence profond qui vous bouche les oreilles avec une forte sensation d'être observé. De nombreuses apparitions fantomatiques, d'orbes flottantes et surtout la légende qu'une mère soit à la recherche éternelle de son enfant perdu et qui rôde dans les alentours. Plusieurs générations de visiteurs ont pu décrire les mêmes phénomènes. Des voitures fantômes qui se déplacent devant leurs yeux ébahis, d'entendre des voix désincarnées et même parfois de faire des rencontres peu recommandables. Par le passé, aux abords du marais, habitait la tribu des Alabamous, les Amérindiens qui donnèrent le nom d'Alabama. À l'arrivée des divers colons, plusieurs conflits ont eu lieu entre les indigènes et les étrangers venus imposer leurs lois et religions. On raconte même que dans les profondeurs du marais se trouveraient des restes humains des victimes de ces conflits. Plus tard, lors de la guerre de sécession, plusieurs soldats y trouvèrent la mort lors de leur passage dans ces marais, qui était un lieu de déplacement stratégique.
Peut-être une vengeance du peuple Alabama sur les envahisseurs européens? Cependant, des promeneurs disent avoir vu les silhouettes des soldats marcher non loin des arbres. Cela donne déjà la couleur à cet endroit devenu maléfique, tant les énergies de mort et de pleurs ont eu lieu dans cet endroit. C'est le cas notamment de cette maman, comme je le disais, recherchant son enfant. Cette légende raconte qu'elle aurait perdu son enfant dans les eaux troubles du marais. Accablée de chagrin, elle erra dans le marais à sa recherche, appelant son bébé jusqu'au jour de sa mort, et continuera à pleurer son enfant dans ce purgatoire humide et désolant. D'ailleurs, des visiteurs affirment que si vous osez murmurer 3 fois « Nous avons votre bébé, nous avons votre bébé », l'esprit de la mer se manifestera. Certains ont rapporté avoir entendu des cris à vous glacer le sang jusqu'à parfois même être attaqués par une force invisible. Mais bon, c'est pas très malin de provoquer les esprits, n'est-ce pas? Autre phénomène spécial, les vitres des voitures garées non loin de là peuvent être subitement couvertes de buée, comme si quelqu'un arrivait à souffler dessus. En quittant l'endroit, certains automobilistes ont eu peur lorsqu'ils pensaient avoir percuté un enfant, mais sans rien trouver. Des lumières étranges ont été observées, des orbes également, et là je vous conseille d'aller écouter la conférence que j'avais donnée sur les orbes en 2020, lien dans la description. Cependant, des personnes ont rapporté avoir entendu des voix graveleuses et gutturales durant ces apparitions, ce qui n'est pas commun. Des sons provenant du marais, comme si quelqu'un marchait à la surface, ont été entendus également. Plus effrayant encore, ce sont des poupées qui sont attachées sur des pics de bambou plantés à même le marais. En effet, en 2014, ce ne sont pas moins de 21 poupées retrouvées dans le marais. Certaines avaient le visage peint en blanc, tandis que d'autres poupées étaient plus abîmées. Les autorités locales ont qualifié l'événement de farce, ce à quoi les habitants ne sont pas d'accord avec la version officielle. Beaucoup pensent qu'il s'agit là d'un rituel, d'une offrande aux esprits qui errent dans les marais. D'autres ont dit qu'il s'agissait là d'un avertissement, peut-être laissé par ceux qui auraient rencontré quelque chose dont ils ne pouvaient trouver d'explication. Ces poupées sont toujours un mystère actuellement. Et si c'était une offrande faite à l'enfant disparu justement? Pine Barrens est une forêt immense se trouvant dans le New Jersey aux USA. Elle est située entre New York et Philadelphia et elle est étendue sur 4200 km². Bien que la forêt abrite des centaines d'espèces d'animaux et d'arbres en tout genre, la forêt se distingue surtout pour ses pins nains, rigides et rares. Elle regorge également de fruits, de myrtilles et de canneberges qui font la joie des producteurs locaux. Cette forêt a été protégée et classée comme une réserve nationale en 1978, ce qui empêche toute construction ou exploitation, en dépit de nombreux incendies qui ont lieu très souvent. Il est pourtant une légende qui perdure dans le temps et dans les légendes urbaines locales. D'après un document, nous sommes précisément en 1735, quand Jane Leeds, on ne connaît pas vraiment son nom, met au monde son 13e enfant en s'exclamant « Que cet enfant soit le diable !» Mal lui en prie. Cela me rappelle surtout un film, pas vous? L'enfant, pourtant né normalement, se verra affublé d'ailes qui lui pousseront dans le dos une longue queue ainsi que des griffes. Il finira par s'envoler vers la forêt aux pins. D'après des témoignages à l'époque, certains ont affirmé que Jane Leeds était en réalité une sorcière. Et le père, le diable en personne. Aussi, des ecclésiastiques locaux tentèrent d'exorciser la créature horrible. La bête volera, dévorera du bétail, voire des jeunes enfants. Lorsque le commodore Stephen Decatur fit une visite au Hanover Mill Works afin d'inspecter ses forges à canon, il vit une créature volante étrange et lui tira dessus au canon, sans le moindre effet pour la bête. Un autre militaire, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du grand frère de Napoléon Bonaparte, le bien nommé Joseph Bonaparte, a également témoigné avoir aperçu cette bête dans l'état de Bordentown vers 1820. En 1925, alors que le diable venait de voler des poulets, le fermier lui assena des coups de fusil qui l'atteignirent au point que le courageux homme en fit une photo du corps. Il montra la photo à une centaine de personnes qui ne purent identifier la bête.
L'affaire prend un tel essor que dans les années 60, des hommes d'affaires vont même faire une offre de 10 000 $ à quiconque attrapera le diable du New Jersey afin de le placer dans un zoo privé. Il faut savoir que ce diable aurait été aperçu à l'est du Maryland. Bien sûr, des petits malins vont s'inventer des histoires en truquant moult photos afin de faire le buzz, voire dégoter des sommes affriolantes en les revendant à la presse. Et oui, les humains restent des humains. Mais il n'y a pas que le diable du New Jersey qui hante la forêt aux sapins. Il y a eu d'autres légendes racontant l'histoire de cet enfant qui se serait fait renverser par un conducteur saoul alors qu'il courait après son ballon. Le fantôme du petit a été aperçu en train de jouer avec son ballon sur la route de Burnt Mill Road, à l'endroit pile où s'est passé l'accident. La forêt se trouve principalement dans le centre de la ville de Freetown. C'est une forêt ayant malheureusement été victime des incendies à nombreuses reprises et dont les dégâts sont immenses. Il semble y avoir une énergie particulière en ces lieux. Il a été rapporté à plusieurs reprises par ceux qui s'y aventuraient avoir entendu des chants, des tambours provenant de l'ancien peuple amérindien qui s'y trouvait jadis et qui sont d'ailleurs toujours présents, le peuple Wapanahak. Aussi, non loin de là, se trouve Profile Rock, une crosse de granit que les Amérindiens locaux croient être l'image du Massa, donc du Messie. En effet, ce peuple reconnaît le monde de l'invisible qui est omniprésent dans la forêt, où l'on peut apercevoir ces esprits bel et bien présents. Jusque-là, rien de si étrange quand on connaît le pouvoir qu'ont les chants, les prières et les danses tribales sur la matière. C'est par contre avec un événement plus malheureux que la forêt va faire parler d'elle, avec notamment le meurtre de Marilou Arruda, une pom-pom girl de 15 ans. Alors qu'elle roulait à vélo, Marilou va se faire enlever et ne plus jamais revenir à la maison. Ce n'est que 2 mois plus tard que son corps sera retrouvé, ligoté à un arbre, avec ses affaires disposées en cercle devant elle. Le présumé coupable, James Cater, sera quant à lui retrouvé et condamné à la prison ferme. Il fera appel et continuera à plaider son innocence pour être ainsi jugé à 4 reprises jusqu'au jugement final. Et cela va donner apparemment des idées à certains, car pas moins de 3 autres meurtres vont être commis dans les lieux. À commencer par un officier de police qui sera assassiné en 1987. Et en 2001, c'est la disparition de 2 hommes. Et ça, c'est sans compter les agressions multiples qui ont eu lieu. Tout le monde s'accorde à dire que cela est notamment dû au Bridgewater Triangle et que c'est dans ce périmètre délimité par un triangle géographique où se passe le plus de phénomènes. Différents lieux se trouvant au sein de ce triangle ont été le théâtre de plusieurs phénomènes des plus étranges. Et la forêt est également reconnue comme étant un lieu de culte satanique, où le diable règne en maître. Ce qui pourrait peut-être expliquer le meurtre de la petite Marilou est qu'il a été révélé par le documentaire Fall Rivers concernant des rites mortuaires entre 1978 et 1980, où l'on a trouvé les restes de 2 jeunes femmes, donc pile poil dans les dates où Marilou a disparu. Et bien qu'ils aient associé leur mort due à un dégénéré, il n'en reste pas moins que de nombreux cultes rituels ont eu lieu dans la forêt puisqu'on a retrouvé plusieurs ossements d'animaux disposés de manière occulte. D'autres phénomènes des plus étranges surviennent dans cet endroit maudit. Certains disent avoir croisé le chemin d'un oiseau géant de type ptérodactyle avec des ailes atteignant les 3 mètres d'envergure. Et mieux encore, des apparitions de Bigfoot, de fantômes, ainsi que d'entités sombres. Une créature aurait été aperçue également, c'est le Pukwudgie, créature mi-humaine, mi-troll. Elle est connue dans le folklore algonquin. Ce sont des créatures qui sont des êtres malins. Il est dit qu'ils sont les habitants du Bridgewater Triangle. Sans oublier les nombreuses apparitions ovnis rapportées ici et là par les courageux randonneurs. Non loin de là se trouve le Taunton State Hospital, qui, vous l'avez compris, est un hôpital abandonné où auraient eu lieu des sacrifices et autres rituels sataniques. Des urbexeurs disent avoir été touchés par des mains invisibles durant leur visite. Enfin, le bâtiment fut détruit en 2010. Ce qui n'enlève en rien le sort qui a été fait sur l'endroit, je tiens à le préciser. Voilà, la promenade est terminée. Prenez garde d'avoir laissé les entités derrière vous, s'il vous plaît. On peut dire en tout cas que toutes ces forêts ont des similitudes malgré leur lointaine distance des unes des autres.
elle dégage tout un magnétisme dû soit à la composition du sol, comme à Aokigahara par exemple, soit à des failles géologiques. Les arbres roumains l'ont compris en se tordant de la sorte, créant ci et là des portails qui mènent à un monde inconnu. Certes, les animaux féroces y vivent, de la simple araignée aux piqûres empoisonnées, aux griffes lacérées d'ours en tout genre, il y a bien quelque chose d'autre qui règne au sein de ces lieux énigmatiques, dont on n'aura sans doute jamais une explication. L'émission se termine ici, elle m'a demandé beaucoup de travail, alors je vous demanderai de mettre votre plus beau pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux, et si vous avez un témoignage, une expérience faite dans les bois, n'hésitez pas à nous la partager en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.